De vous, votre collègue de l'UDC, honorable Adamou Koupit, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à mon collègue et ami, bonsoir aux téléspectateurs. Messieurs, avec vous, nous prolongeons la discussion sur le document de programmation économique et budgétaire pour la période 2022-2024, document présenté au Parlement à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Nos invités croisent le verbe sur les hypothèses de croissance et sur les priorités du gouvernement pour les 3 prochaines années. La deuxième partie de cette édition de Scène de Presse sera consacrée à un sujet qui a également retenu l'attention de la représentation nationale, à savoir la terre. Les litiges fonciers dominent le contentieux administratif dans un contexte d'accaparement de terres et d'obsolescence des textes réglementaires. Nos invités pistent les voies d'une meilleure gestion foncière dans la deuxième partie de ce programme. Mais avant, parlons du débat d'orientation budgétaire. Parole à nos confrères de la presse écrite, et c'est avec Franck Evina, la revue de presse. Les priorités du gouvernement pour la période 2022-2024 sont connues. Selon le journal L'Économie, elles ont été présentées le 4 juillet par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. C'était un débat d'orientation budgétaire, précise le Messager. Le journal de Feu Pius Ndiawe révèle par ailleurs que le ministre des Finances mise pour un budget de 5 649,7 milliards de francs CFA en 2022. Un projet de budget lu et expliqué sans détour d'après Mutation qui livre aussi les grandes tendances de ce projet de budget. Écho Matin également. Priorité aux grands projets en cours de réalisation, mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, parachèvement de la décentralisation entre autres. Sur les préoccupations majeures des députés, la dette, la pression fiscale, le transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées, la relance économique en période de Covid-19, Cameroun Tribune affirme que le ministre Louis-Paul Motazé s'est voulu explicatif et réceptif, de quoi permettre aux députés d'adopter la vision du gouvernement, comme l'indique Défi Actuel. Merci Franck Evina. Alors, honorable Adamou Koupit, à la lecture du document de programmation économique et budgétaire pour la période 2022-2024, vous dites que ce document manque de réalisme. Pourquoi? Oui, merci de l'opportunité. Je dois dire que quand on fait des projections économiques, on doit pouvoir se baser sur des hypothèses réalistes et réalisables. La première chose qu'il faut observer, c'est que le Cameroun, le gouvernement projette un taux de croissance de 4,4% en 2022. Et lorsque vous lisez la justification, on va vous dire qu'on espère une maîtrise de la pandémie de Covid, ce qui entraînera l'ouverture des économies des pays partenaires et cela permettra de booster la croissance à l'intérieur du pays. On va maîtriser le contexte sécuritaire actuel au Cameroun et donc ça permettra que l'économie reparte dans les régions qui sont atteintes par cette insécurité. Pour m'arrêter à ces deux hypothèses, nous pouvons donc questionner la pertinence de ces hypothèses lorsqu'on sait que au niveau mondial, l'OMS annonce des nouveaux variants de la Covid-19 et que l'Afrique est particulièrement visée. On redoute de nouvelles vagues qui sera plus redoutable que ce qu'on a connu jusqu'ici. Par ailleurs, lorsqu'on observe à l'intérieur de la population camerounaise la résistance ou bien le rejet massif du vaccin par les Camerounais, on se pose la question sur quels critères le Cameroun, le gouvernement se base pour dire qu'on pourra maîtriser la pandémie au point d'estimer que l'économie va repartir pour qu'on fasse un boom permettant de passer d'un taux de croissance de 0,7% en 2021 à 4,4% en 2022. Pour nous, c'est irréaliste. Et nous disons donc que c'est à dessein que le gouvernement le fait. Parce que vous savez que lorsqu'on fait un budget, l'hypothèse de croissance est l'hypothèse fondamentale, parce que ça présume la prévision des recettes. Et lorsqu'on voudrait réaliser les dépenses, on a tendance à faire monter des recettes
pour justifier le maintien des dépenses. Nous, députés, on a une préoccupation majeure, c'est de faire que l'État réduise son train de vie. Et ce qui entraîne la réduction des dépenses, et qu'on fasse maintenant des budgets conséquents au niveau des réalités économiques du Cameroun. Alors, honorable Angelbert Souma-Mbongono, je voudrais justement qu'on s'arrête sur ces hypothèses de croissance. Vous estimez que le gouvernement a suffisamment tenu compte de l'impact du Covid-19. Vous estimez que le gouvernement a également tenu compte des différentes incitations et qu'effectivement, incitation fiscale, autant pour moi, et qu'on pourrait atteindre ce taux de croissance de 3,4. Oui, parce que il faut d'abord comprendre que la contrainte Covid-19 est une contrainte mondiale. Et le Cameroun, l'économie du Cameroun s'inscrit dans un contexte où la reprise de l'économie et de l'activité économique est mondiale. Donc le Cameroun ne peut pas rester en marge et se recoqueviller sur le fait que il y aurait quelques variants qui vont arriver, parce que tous les grands pays, les pays avancés, les pays émergents, y compris les pays d'Afrique, ont misé sur le fait qu'en plus des mesures barrières, la vaccination va prendre son envol. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans certains pays avancés aujourd'hui. Et on voit effectivement que la vaccination, si elle est bien menée, elle peut permettre une reprise des activités économiques. Ce qui va donc tirer forcément la demande. Une demande de matières premières va s'exprimer. Une demande de capitaux va s'exprimer. Une demande de biens et de services va s'exprimer. Et le Cameroun s'inscrit dans cette mouvance sous forme d'un effet d'aubaine. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc, un certain nombre de secteurs vont repartir. Le secteur tertiaire, par exemple, avec les transports, la mobilité. Vous avez vu, malgré la pandémie, on a réussi à remettre un train express entre Yaoundé et Douala. Donc, il y a des signes qui montrent que si la vaccination marche bien, on est capable d'atteindre des seuils d'activité qui permettent une reprise économique, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure. Et je conclus que quand vous regardez la répartition des orientations en termes de ressources et même en termes d'initiatives, le gouvernement a justement mis l'argent, promet de mettre l'argent dans un cadrage de moyen terme, dans les secteurs qui peuvent tirer rapidement cette demande qui va s'adresser à nous de l'extérieur. Un certain nombre de nos partenaires, l'Espagne, la France, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, tous sont dans la reprise. Ils vont nous adresser une demande et qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire non, nous sommes recroquevillés sur le Covid-19, comme on a peur du Covid, on ne fait rien. Il faut remettre les gens en activité, il faut relancer les marchés, il faut relancer les grands travaux, il faut achever les travaux de la canne, il faut achever un certain nombre de travaux d'infrastructure dans le sous-secteur hospitalier. Il faut continuer à investir dans la vaccination, qui est la phase 2 de la riposte, pour qu'on arrive précisément à ce seuil d'activité vertueux qui peut tirer la croissance. Donc, il y a également le pétrole. Il y a également le pétrole, parce que vous savez que malgré le Covid, justement, la demande qui s'exprime sur le pétrole montre que d'ici l'année prochaine, nous sommes à un baril qui tourne entre $53 et $54. Donc, quelles que soient les hypothèses, que ce soit celle de la BEAC, que ce soit celle des autorités camerounaises, que ce soit celle du FMI, tout le monde est dans la reprise. Et le Cameroun ne peut pas ignorer cette reprise, qui est une réalité économique. Donc en réalité, le gouvernement camerounais n'a pas seulement fait preuve de réalité politique, mais il a aussi fait preuve de réalisme économique. Alors il y a une autre hypothèse, c'est celle qui porte sur la réduction du déficit budgétaire qui serait donc de 237 milliards, on passerait de 753,9 milliards à 516,8 milliards. Mais vous, honorable Adamou, vous prévoyez plutôt une aggravation de ce déficit. Quels sont vos arguments? Je dois dire que honorable Souma Bengono, qui développe cet argumentaire, sait pertinemment qu'il est en train de faire le jeu de rôle. C'est un brillant, un expert en matière économique et financière, qui sait que pour qu'on passe d'un taux de croissance de 0,7, c'est-à-dire moins de 1%, à 4,4%, il faut que les hypothèses macroéconomiques justifient un boom qui pourra se réaliser entre-temps. Et tout ce qu'il dit là, c'est basé sur les si on accepte le vaccin, si on fait ci, si on fait ça. Le monde est en train de faire la relance. Moi, je pense que... C'est une hypothèse, ce sont des hypothèses. Oui, les hypothèses doivent être proches des réalités.
de la réalité. Lorsque vous projetez de passer de 0,7 à 4,4%, il faut des raisons majeures. Et maintenant, ça me permet de répondre à votre question en disant que, en réalité, lorsqu'on projette des taux de croissance irréalisables, on va baser les recettes sur ça. Et conséquemment, comme le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes, on va également prévoir des dépenses conséquentes. À l'arrivée, lorsqu'on n'aura pas réalisé les recettes, parce que c'est plus facile, n'est-ce pas, de dépenser, ce n'est pas facile de chercher de l'argent. Et on va donc se retrouver au finish avec un autre déficit budgétaire qui va se creuser, qui va s'ajouter à ce qu'on a maintenant. Or, le gouvernement est en train de prévoir une réduction du déficit budgétaire conséquent. On a dit, je ne sais pas si on doit l'amener, je ne sais pas à quel pourcentage. Lorsque l'hypothèse de croissance est faussée, il est inévitable qu'à l'arrivée, on va aggraver le déficit budgétaire. Alors, sur les hypothèses de croissance, justement, honorable, je voudrais que vous vous arrêtiez une fois de plus sur la question avant de revenir sur celle relative au déficit budgétaire. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur tertiaire, vous avez parlé du pétrole et vous estimez que ces deux éléments sont à même de tirer la croissance vers le haut? Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas non plus le gouvernement. C'est toutes les notes de synthèse de tous les experts mondiaux qui disent que il y a une demande qui va s'adresser au secteur pétrolier parce que le secteur industriel dans les grands pays va repartir. Pour chez eux, ce n'est même plus une hypothèse, c'est une certitude. On est à peu près à 60. Ils sont à plus de 70, 80%. Quelle est la part de la recette attendez, sur la recette attends, chers collègues. Donc, s'il y a une demande qui s'exprime, je prends un exemple, en direction du pétrole camerounais, vous pensez qu'on ne va pas le vendre? On va le vendre et on va donc améliorer notre situation extérieure et on va diminuer le déficit budgétaire. C'est ce que le gouvernement démontre. Et comme on dit, c'est une hypothèse de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut même pas être atteinte. Mais vous ne pouvez pas nier le fait que, à partir de 2021, le cadrage, tous les cadrages, et celui du gouvernement est même très modeste, tous les cadrages montrent que 2021, 2022, 2023 sont dans un cercle vertueux de croissance. Parce que la demande mondiale sera très forte. Je me demande même si nous serons capables de satisfaire cette demande mondiale en termes de matières premières, en termes de produits agricoles et autres. Donc, pour moi, je pense que le gouvernement a vu juste. Imaginez un seul instant qu'on suive le raisonnement de mon cher collègue. Ça veut dire que, puisque nous ne maîtrisons pas la maladie, puisque la vaccination ne marche pas au Cameroun, alors on arrête tout. Aujourd'hui, la vaccination ne marche pas. Est-ce que les Camerounais ne se déplacent pas? On fait une prévision réaliste. Non, mais on fait la prévision réaliste. Si par exemple, que nous allons passer de 0,7% à 2%. Aucune prévision ne peut être réaliste à cette échelle. Non, parce que vous avez une incertitude à l'échelle mondiale qu'on appelle la pandémie. Et tout le monde dit, mettons le paquet sur le vaccin. Le gouvernement investit l'argent dans le vaccin. Tous les gouvernements du monde investissent dans le vaccin. Et les vaccins sont produits par des industries qui elles-mêmes tirent une partie de l'économie en termes de production des services, parce que les vaccins sont des biens et des services. Ce sont nous ne produisons pas. Que nous ne produisons pas, mais que nous devons utiliser parce que, imaginez qu'on suive mon cher collègue. Ça veut dire qu'on va tout fermer. Parce que le vaccin ne marche pas. Vous pensez qu'on peut laisser les Camerounais sans leur offrir une perspective de prévention? Or, la perspective de prévention est déjà chargée d'une dynamique de croissance. Ce que je dis, pour ceux qui nous regardent, c'est que le gouvernement a pris en compte et a minimisé l'impact de la maladie en misant sur le fait que les mesures barrières couplées à la riposte préventive qui est le vaccin, ces mesures barrières et le vaccin vont produire des effets qui permettront de libérer davantage le pays dans le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire pour retirer la croissance. Je voudrais qu'on s'arrête également sur l'inflation, je crois qui est prévue à 2,1%. Mais honorable Adamou Koupit, vous remarquez bien, comme beaucoup d'autres Camerounais, que certains produits, les coûts de certains produits ne font que augmenter. Effectivement. Non, je voudrais pour rectifier dire que je ne demande pas que tout s'arrête. Je dis, quand on est réaliste, quand on sait que le contexte n'est pas suffisamment maîtrisable, on fait des prévisions conséquentes. Quand vous parlez de maîtrise de ceci et ensuite le gouvernement ne dit rien sur la politique nouvelle qu'on va implémenter d'ici à janvier 2022 pour maîtriser la situation sécuritaire dans les NOSO.
qu'est-ce qui pousse le gouvernement à croire qu'on va... C'est l'une des priorités, du gouvernement. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais on ne dit pas quelle est la politique nouvelle qu'on implante là. Maintenant, en ce qui concerne l'inflation, je dis c'est également l'un des indicateurs où l'État fait du dilatoire. Quand on vient ici fixer des objectifs, parfois on ne vous donne même pas l'impression que ce soit mesurable. Le taux d'inflation au Cameroun, pour quiconque descend dans les marchés, partez au marché Mokolo, allez au marché central, vous allez voir quel est le niveau réel du prix général et à l'heure actuelle, et voir qu'est-ce que le gouvernement fera pour renverser cette tendance inflationniste au point d'avoir un taux d'inflation de 2,1 en 2022. Pour arriver à cela, Lucrèce, il faut que le gouvernement nous démontre qu'il y a des mécanismes en termes d'amélioration du tissu industriel de production des produits de grande consommation dans notre pays. Or, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On continuera à importer le riz, on continuera à importer le maïs, on continuera à importer tout ce que le Camerounais mange au quotidien. Parce que Somba venait lui-même de dire là. La priorité, c'est le développement du secteur tertiaire. Le secteur tertiaire en économie est le point d'achèvement d'un processus de développement. Parce que vous, quand vous avez la préoccupation sur le tertiaire, ça voulait dire que vous voulez maintenir l'économie camerounaise au service des industriels étrangères. C'est ce qui est catastrophique pour le développement. Non, je ne suis pas du tout de cet avis, parce que je suis plutôt dans une lecture équilibrée du secteur primaire, du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Et je dis que l'un des secteurs qui tire déjà la croissance, sans qu'on ait mis un certain nombre de mesures en place, c'est le secteur tertiaire, notamment les transports, les services, la mobilité urbaine et interurbaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous le dites vous-même. L'inflation, c'est quoi? Pour ceux qui nous regardent, c'est une augmentation des prix qui peut avoir deux causes principales. La première cause peut venir de ce qu'un certain nombre de produits, parce qu'ils sont justement trop demandés par la consommation courante, comme la production est insuffisante, ces produits forcément se retrouvent dans un cycle inflationniste qui a tendance à augmenter leur prix sur les marchés. C'est le cas du poulet actuellement. Or, quel problème nous avons avec le poulet? C'est que nous n'avons pas le poussin de un jour qu'on ne produit pas au Cameroun parce que les frontières sont fermées. C'est le cas du ciment parce qu'on ne produit pas le clinker. Voilà. C'est également le cas des autres matériaux. Or, l'hypothèse du gouvernement, c'est précisément qu'on profite de l'ouverture des frontières des pays qui peuvent nous apporter un supplément de poussin de un jour, un supplément de clinker pour précisément augmenter notre production de ces produits qui sont assez demandés. Je ne sais pas si mon cher collègue comprend cette logique, mais je dis que c'est une vision qui est claire. C'est-à-dire, pour augmenter notre production interne, nous devons importer un certain nombre d'équipements de l'étranger. Nous devons importer une certaine technologie, nous devons importer un certain nombre de choses qui vont nous permettre précisément de rattraper dans un cadrage à moyen terme, à partir de 2022, 2023 et 2024, des seuils de croissance dans un certain nombre de secteurs où on a fait des efforts. C'est pour cela que le gouvernement nous a proposé la réduction, par exemple, de 30 milliards de francs de l'enveloppe qu'il avait destinée à l'impôt substitution pour précisément, c'était de 50 milliards, pour précisément soutenir un certain nombre de secteurs qui montraient déjà tout de suite des signes de vitalité économique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que le gouvernement s'est engagé également dans un certain nombre de mesures. Vous avez vu, en ce qui concerne, par exemple, les entreprises, que la règle maintenant, c'est le partenariat public-privé dans un certain nombre de secteurs qui peuvent justement tirer la main-d'œuvre, tirer la demande de capitaux, la demande de crédit. Vous avez vu, quand vous lisez la dernière note de conjoncture de la situation monétaire de la BEAC publiée en mars 2021, vous voyez très bien que les crédits à l'économie ont augmenté. Ça augmente pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cet argent pour investir. Et ils investissent quoi? Ils investissent dans les activités économiques. Nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse sur l'intérêt et les objectifs du débat d'orientation budgétaire. Je vous propose d'écouter le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, est en focus en cette édition de Scène de presse. Nous sommes au débat d'orientation budgétaire et nous avons bien eu à expliquer qu'il ne s'agit pas aujourd'hui
de discuter de la loi de finances 2022. Il s'agit de voir les grandes tendances, parce que le débat d'orientation budgétaire, il permet aux parlementaires d'apporter également leur touche à la préparation du budget. C'est-à-dire que le gouvernement leur dit comment ils voient les choses. Et les parlementaires, avec le ressenti qui est le leur, un ressenti d'abord parce qu'ils vivent certains problèmes locaux, peut-être mieux que nous, alors ils nous disent que d'après eux, il faudrait peut-être qu'on insiste sur tel point, sur tel point, sur tel point. Alors certaines de ces recommandations, nous sommes des recommandations pleines de bon sens et nous allons les prendre en considération pour que lorsque nous reviendrons en novembre-décembre pour le vote, la discussion et le vote de la loi de finances, que les préoccupations des parlementaires aient été prises en compte. Alors, messieurs les députés, je voudrais maintenant que nous nous arrêtions sur les priorités du gouvernement qui vous ont été présentées à l'Assemblée nationale. Il y en a 9. Nous ne pourrons pas faire le tout. Nous allons nous arrêter sur les priorités qui ont retenu votre attention là-bas du côté de l'Assemblée nationale. Et je voudrais que nous commencions par l'accélération de la décentralisation telle que prévue par le gouvernement. Et vous, honorable Koupit, une fois de plus, vous y voyez une forme de dilatoire. Exactement. Vous savez, en économie, M. Somba connaît mieux que moi, un objectif doit être réalisable, atteignable, ainsi de suite. Les objectifs sont smart. Quand on dit accélérer la décentralisation, 25 ans après la promulgation de la Constitution de 18 janvier 1996, qui consacre cette décentralisation comme nouvelle forme de l'État. On vient en 2022, nous dit qu'on va accélérer la décentralisation en 2022, en 2021, dit qu'on va accélérer en 2022. Pour moi, c'est du dilatoire. Dilatoire parce que la décentralisation doit être parachevée en 2022. Et c'est ça qui doit être inscrit dans la Constitution, dans le budget. Quand on dit parachevé, c'est-à-dire c'est un processus, est-ce qu'il est parachevé? Non, c'est un processus. Qu'est-ce qui reste maintenant dans la décentralisation? C'est la mise en place de la fonction, de la fonction publique locale, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une résolution du grand dialogue. C'est le transfert total des compétences et des ressources des ministères aux collectivités territoriales décentralisées. Il est pour moi inadmissible qu'en 2022, pour creuser un puits d'eau à Bangourène, que ce soit le ministre à Yaoundé qui décide. Pour construire un bâtiment dans une école à Bangourène, que ce soit à Yaoundé le ministre qui décide qu'on va faire ci, on va faire ça. Les maires sont mieux placés pour connaître quelles sont les priorités en termes de la demande sociale pour le faire. Et l'État du Cameroun, à travers la Constitution, a consacré la décentralisation. 25 ans après, le gouvernement tarde à mettre ça sur pied. Et quand on vient en 2021, nous dit l'objectif 2022, c'est accélérer la décentralisation. On va accélérer de quelle vitesse à quelle vitesse? On est aujourd'hui à quelle vitesse? En 2022, quand nous serons à l'évaluation, on va dire qu'on est parti de quelle vitesse à quelle vitesse pour savoir si on avait accéléré ou pas. Donc pour moi, c'est du dilatoire. Il faut dire que la décentralisation doit être parachevée en 2022, de sorte que toutes les compétences et toutes les ressources qui vont avec vont être transférées des ministères vers les collectivités territoriales décentralisées et que la fonction publique locale, qui au-delà de cette prescription a fait l'objet d'une forte recommandation au grand dialogue, soit mise sur pied. Rien ne nous justifie le retard que le gouvernement est aujourd'hui en train d'accuser de là. Et pour moi, donc, cet objectif est tout simplement du dilatoire, tant que le gouvernement n'aura pas donné des cadrages précis. Alors, honorable Essoma Bongono, honorable Koupit, votre collègue a parlé tantôt de la nécessité de transférer les ressources et les compétences, mais vous avez plutôt un problème avec l'accès des différentes collectivités territoriales à un niveau de maturation des projets acceptable. Oui, parce que quand vous lisez le manuel sur la décentralisation de la loi de 2019, décembre 2019, vous voyez très bien que le financement partiel est adossé sur une inscription budgétaire de l'État. Bon, on dit 15% des recettes propres de l'État. Le débat s'est instauré. Pourquoi? Tout simplement parce que ces ressources ne sont pas transférées aux collectivités territoriales décentralisées pour les maires ou les conseils municipaux. Ce sont des ressources qui sont transférées
pour financer le bien-être des populations, pour améliorer l'accès à l'eau potable, pour améliorer l'accès à l'électricité, l'accès aux soins de santé, l'accès aux écoles, aux infrastructures. Alors vous pensez que les maires sont incapables Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que les maires sont d'ailleurs très capables de le faire. C'est pour cela que nous demandons que ce transfert soit effectif. Parce que nous n'atteindrons pas un certain nombre de résultats si ce basculement des ressources n'est pas fait vers les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les régions d'une part et les communes d'autre part. Donc, à moyen terme, le gouvernement nous dit qu'il va transférer le financement partiel, à savoir 15% de ces ressources, au-delà de tout le reste qui est déjà fait jusqu'ici, notamment le transfert des fiscalités. Cette dotation sera transférée. C'est comme ça que je comprends ça. Ce n'est pas pour faire du dilatoire, mais c'est pour dire que nous avons tapé sur le gouvernement énormément, et Honorable Koupit le sait. L'année dernière, nous avons tapé sur le gouvernement, et cette année également, nous leur avons dit qu'on ne peut pas accepter que les députés, par exemple, continuent à être indexés pour des histoires de construction de ponts, de routes et autres, alors qu'ils n'ont pas ces ressources. Nous avons voté des ressources pour les collectivités territoriales décentralisées. Il faut décaisser. Maintenant, quand on a décaissé, on doit s'assurer que cet argent va effectivement aux populations, d'où le problème de la maturité des projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une partie de ces financements s'analyse nécessairement et forcément comme un droit de tirage. C'est-à-dire un droit de tirage sur la capacité d'une collectivité à maturer un certain nombre de projets au profit des populations qui expriment des besoins. Et les populations expriment ces besoins sous diverses formes. Les collectivités doivent structurer ces besoins, structurer ces demandes et tendre la main. Parce qu'il faut savoir que les 15%, c'est un niveau plancher. Vous pouvez même tirer plus si vous avez une capacité d'absorption et de maturation des projets. Et c'est là le problème? En général, moi je travaille beaucoup avec les maires sur ces questions-là. Beaucoup de maires ont effectivement cette problématique de la maturation. Parce que la structuration actuelle des budgets des communes n'a pas prévu un financement pour une maturation optimale de certains projets, notamment des projets d'infrastructure, des projets de construction de certaines infrastructures scolaires, hospitalières et autres. Et peut-être d'où le problème de la fonction publique locale. D'où le problème de la fonction publique locale. Pourquoi? Parce que la fonction publique locale ici, et nous avons demandé également au gouvernement d'y remédier temporairement. Dans le cadrage à moyen terme, le gouvernement avait dit, je me souviens très bien l'année dernière, qu'une partie du personnel, notamment en ce qui concerne les services techniques, sera mis à la disposition des collectivités et des régions pour lancer précisément ces aspects qui concernent la structuration et la formulation des besoins des populations. Alors, un autre sujet qui a particulièrement retenu votre attention, messieurs les députés, c'est celui relatif à la couverture santé universelle. Ben exactement, c'est important. Aucun Camerounais honnête ne peut nier l'importance et la nécessité de la mise sur pied de la couverture santé universelle. Nous, d'abord, à l'UDC, nous l'avons déjà expérimenté. À travers des mutuelles à travers les mutuelles de santé que le docteur Adamou Damjé, alors maire de Fumban, avait mis sur pied. Et ça, c'est important de le dire. Parce que lorsque, dans le document d'orientation, vous lisez que seulement 6,28% de la population camerounaise bénéficie aujourd'hui de la sécurité en termes de la sécurité sociale en matière de santé. Donc ça urge, c'est important. Mais sauf que dans cet objectif de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le gouvernement ne dit pas le mécanisme opérationnel qu'on peut apprécier pour dire objectivement que cela va être fait. On a l'impression que une fois de plus, on vient naviguer dans les nuages. On navigue dans les nuages. Il faut, de manière concrète, dire quels sont les mécanismes de mise sur pied. Et à la limite même, parce que l'un des majeurs problèmes de ce gouvernement, c'est de croire toujours qu'on a la raison des raisons. Quand on est au gouvernement, on connaît tout. On n'associe pas des gens. On aurait dû, par exemple, regarder les Camerounais qui, comme les administrateurs municipaux de Fumban, ont l'expérience de la mutuelle de santé. Les associer dans la réflexion sur la mise sur pied de cette couverture. Pourquoi on n'associe pas les gens? Je suis un peu gêné parce que mon cher collègue réduit la couverture santé universelle aux seules prestations médicales, ce qui est complètement faux. Il y a d'autres types de prestations dans la couverture santé universelle qui appellent précisément d'autres expertises. Et le projet que le gouvernement nous a présenté, c'est la mise sur pied d'une couverture santé universelle sur 15 ans,
avec 2 ans de mise en place, d'achèvement de la construction de la data center, dont les travaux sont déjà, nous disait-on, à 90%. Donc en réalité, ce n'est pas un dossier du ministère de la Santé publique seul. Il faut bien le comprendre. Et je crois que ici, les chiffres d'ailleurs qu'il donnait tout à l'heure, en dehors des 6% de couverture par un organisme de mutualisation, il faut dire que les prestations médicales au Cameroun, de l'ordre de 900 milliards de francs par an, sont payées à 85-90% par les patients et les familles. Ça veut donc dire qu'il y a les ressources. Maintenant, comment faire pour que la mutualisation prenne corps, que le principe d'universalité soit mis en place, que tout le monde paye et adhère volontairement? C'est un peu le travail que la CNPS avait commencé à un moment donné, en faisant en sorte que un peu plus de 800 000 Camerounais soient immatriculés et accèdent à certains types de soins, un certain type de prestations pharmaceutiques, médico-techniques dont ils n'avaient pas assez jusqu'ici avant leur immatriculation. Donc il y a déjà quelque chose qui se met en place, et je crois que le gouvernement avait dit que le travail va se faire suivant le modèle partenariat public-privé. C'est un partenaire privé qui va apporter son expertise au gouvernement, et je crois que l'approche sera holistique, c'est-à-dire que les pharmaciens seront consultés, les médico-sanitaires seront consultés, les médecins eux-mêmes seront consultés, les infirmiers seront consultés, et tout ce qui tourne autour du transport. On n'a pas forcément dit cela. Forcément, parce que le partenaire privé n'acceptera pas de mettre son argent dans cette affaire si il n'est pas sûr qu'il est accompagné par une expertise du secteur privé qui peut faire gagner de l'argent à tout le monde et assurer le caractère universel de la santé, la couverture santé. Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre priorité, c'est la finalisation de la mise en service des grands projets de première génération, des projets structurants de première génération. Et là encore, honorable Adamou Koupit, vous avez quelques réserves des projets de génération, vous les présentez comme étant de véritables serpents de mer. Exactement, c'est pas moi qui le dis, tout le monde qui a les yeux pour voir. On a engagé des projets structurants et les délais d'exécution sont aujourd'hui dépassés, même triplés. Les délais initiaux sont triplés. Aujourd'hui, on vient vous dire, nous allons parachever les projets structurants de première génération en 2022. Ou bien dans la période triennale 2022-2024. Sans vous dire, est-ce qu'on a fait l'évaluation pour ressortir l'état de lieu de ce projet? Comprendre pourquoi les délais initiaux n'ont pas été respectés. Et les solutions qu'on apporte pour que maintenant les nouveaux délais soient respectés. Les nouveaux délais on parle bien de finalisation de la mise en service. Et non la mise en service ça suppose que les infrastructures sont construites tout au moins. Écoutez, Lucrèce, quand on parle d'un projet, on ne va pas compartimenter un projet. La réalisation d'un projet est globale. La réalisation de l'infrastructure et la mise en œuvre. Et les Camerounais n'attendent la réalisation d'infrastructures ne sert à rien aux Camerounais. Qu'on construise des gros barrages et que la mise en service de ces barrages prenne des dizaines d'années, les Camerounais ne vont pas se contenter à dire que non, on veut la mise en œuvre parce que c'est la mise en œuvre qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie, qui va apporter la solution aux problèmes qu'on voudrait résoudre en créant ce projet-là. Donc c'est pour ça que je dis, certains de ces projets ont déjà été mis en service. Non, mais quand on dit certains, si c'était mis en œuvre, pourquoi encore inscrire ça? Pourquoi encore inscrire ça dans les priorités 2022? Si c'était ça. Donc moi je pense que le simple fait de les mettre dans les priorités 2022 est un aveu d'échec en ce qui concerne la mise en œuvre de ces projets-là. Et il fallait d'abord qu'on nous sorte de l'état, n'est-ce pas, des raisons qui ont retardé la mise en œuvre pour nous dire les solutions et qu'on voit si les solutions prévues sont appropriées pour nous convaincre que ça va se faire. Alors, honorable, vous pensez que le cycle de croissance de ces différents projets est terminé. Oui. Maintenant, nous entrons dans une deuxième phase. Nous entrons dans une deuxième. Quand vous construisez Lompangar a recruté des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens, on a payé des salaires, des impôts sont sortis, l'installation est là. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour cela que ce qu'on appelle les projets structurants, c'est-à-dire ceux qui mettent une infrastructure durable, qui peut soutenir la croissance sur 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire au moins 3 cycles économiques,
a besoin maintenant que l'électricité qui sera produite par les barrages soit consommée. On ne produit pas l'électricité pour la garder. On produit l'électricité pour la consommer. Et qui peut consommer l'électricité? C'est l'industrie. C'est pour cela que le gouvernement, dans ce qu'il appelle deuxième phase des projets structurants, c'est l'accompagnement en mettant en place le programme, le plan directeur d'industrialisation. Parlant d'énergie, il faut que cette énergie puisse arriver au niveau des industries. Donc, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On attend que l'industrie soit mieux suivie avant la mise en œuvre. Ce n'est pas ce que je dis, chers collègues. J'ai dit que lorsque vous avez un barrage hydroélectrique, les ménages seuls ne suffisent pas à vous le rentabiliser. Tous les privés qui construisent les barrages vous disent que ils veulent une consommation de grande quantité pour satisfaire la demande des ménages qui est déficitaire. Nous avons décrié ça à l'Assemblée. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais de l'État tous les jours. Nous sommes d'accord. Et le taux de couverture en matière d'électricité aujourd'hui au Cameroun est au-dessous de la moyenne. Si tu peux permettre que j'achève, pour que ceux qui nous suivent ne se perdent pas. Je dis que la consommation des ménages est déficitaire, mais elle est faible. Et Néo, aujourd'hui, on nous l'a dit à l'Assemblée nationale, n'a même pas 1 million de clients au Cameroun. Vous le savez. Et Néo, qui est chargé de la distribution de l'électricité. Et le gouvernement propose, et le secteur privé travaille avec le gouvernement sur cette perspective-là, de consommer davantage en développant le secteur industriel, qui a 3 caractéristiques, 3 grandes priorités. Il y a l'énergie, il y a l'agro-industrie, il y a le numérique. Voilà les 3 piliers du plan directeur d'industrialisation qui va permettre d'atteindre les seuils de production qui vont rentabiliser donc ce qu'on a appelé infrastructure de première génération. C'est-à-dire que les investissements structurants de première génération. Et moi, je crois que le gouvernement a d'ailleurs bien fait de construire ces barrages parce qu'à un moment donné, on va les utiliser. Ils vont générer donc maintenant un nouveau cycle de croissance qui est celui de la production de l'électricité pour les populations et pour l'industrie. Et les explications que le ministre nous a données sur la problématique du déficit énergétique montrent très bien que avant 10 ans, et Honorable le sait, nous n'en serons pas sortis. Parce que les investissements qu'il faut faire pour 6 000 milliards pour que chaque ménage camerounais soit connecté. On va trouver cet argent où? C'est pour cela que le gouvernement se tourne vers le secteur privé et le secteur privé dit je veux la garantie du gouvernement que lorsque nous allons produire l'énergie électrique, des gens vont la consommer. Et ceux qui consomment de façon massive pour rentabiliser les investissements, ce sont les industriels. Alors, sauf qu'entre-temps, le gouvernement s'est lancé dans une politique de transformation structurelle de notre économie à travers la SND30. Oui. Et le professeur Henri Ngouatabi, que nous avons rencontré cette semaine, nous disait qu'on ne peut pas parler de transformation structurelle de l'économie camerounaise tant que ces projets-là ne sont pas livrés, ces projets de première génération, tant qu'ils ne sont pas livrés. On ne peut pas parler de la SND30. Justement, parce que qu'est-ce qu'il propose? Et c'est tellement logique. Prenez un secteur comme le maïs. Avec un produit comme le maïs, vous pouvez générer la provende pour ceux qui font l'élevage, du porc, du poulet et du poisson. Il vous faut donc des provenderies, donc des petites industries pour transformer ce maïs. Il vous faut même planter ce maïs. Il faut aménager les sols. Donc, si vous prenez, chaque produit que vous prenez aujourd'hui au Cameroun, pour qu'on ait une production intensive, capable de générer suffisamment et de croissance et de satisfaction des besoins de la population, vous ne devez passer que par l'industrie. C'est ça qu'on appelle l'agro-industrie. Et il n'y a pas 1000 solutions. Donc, si ces projets-là ne sont pas achevés, nous aurons quelques difficultés à décoller pour avoir exalté les vertus de la transformation structurelle sur tout le secteur de l'économie. Je voudrais que les téléspectateurs constatent tout simplement que M. l'honorable Essomba vient de démontrer ici l'incohérence de la politique économique du gouvernement. C'est-à-dire, on investit en attendant que ce qui va consommer l'investissement qu'on vient de faire se mette en place. Ça s'appelle en français simple, mettre la charrue avant le bœuf. Maintenant, si concerne l'exemple que tu as pris... Est-ce que vous pouvez développer? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'État n'est plus dans le secteur industriel. Je veux dire, il vient de dire ici que les barrages qui sont créés et leur mise en œuvre attendent que le tissu industriel soit capable de consommer l'électricité pour que ça soit rentable. C'est pas l'État qui crée les industries. Et donc, l'État aurait dû travailler à mettre le tissu industriel en place avant de maintenant dépenser pour construire les barrages pour que le chef médias et les industries allaient tourner. Ensuite, il démontre également que
la misère des ménages camerounais n'est pas préoccupante pour le gouvernement. Non, c'est le service public. Ça, c'est le service public de l'électricité. Les ménages aujourd'hui, quand on dit que Enio n'a pas plus d'1 million de clients, ce sont les clients réels. Mais quelle est la clientèle potentielle de Enio? Quel est l'effort que Enio fait pour transformer les clients potentiels en clients réels? Il y a des demandes. La demande d'électricité est aujourd'hui supérieure à l'offre. Donc on ne peut pas justifier la thèse de la. Je l'ai dit, d'autant plus que je vous ai cité les 6 000 milliards qu'il faut pour satisfaire le déficit. Ce qu'il a pris comme exemple dans le domaine agricole, Lucrèce, c'est véritablement... je sais pas, le mot me manque, parce que le maïs aujourd'hui au Cameroun, les brasseries en demandent. Vous savez qu'on importe le maïs. Le maïs n'est pas seulement, on n'a pas besoin de l'énergie industrielle pour produire le maïs en quantité demandée sur le terrain. Le maïs a besoin de tracteurs. Et ces tracteurs-là, on en a eu l'expérience, on a laissé ces tracteurs dans la broussaille à Ebolova. Tu le sais. On peut donner des tracteurs. Mais c'est ça l'agro-industrie, chers collègues. L'agro-industrie n'a pas besoin forcément de l'électricité. On a besoin de tracteurs pour construire. Comment tu fais pour conditionner ton maïs que tu as déjà produit? Pour conditionner le maïs, ce n'est pas l'électricité, monsieur Mogodon. Je sais que tu n'es pas agriculteur. Donc, c'est pas l'électricité. On peut parler de l'électricité au niveau de la transformation. Mais le maïs brut. Mais puisqu'il faut le transformer. C'est pas le maïs brut. Il faut le transformer. Résorbons d'abord le déficit de la demande du maïs brut sur le terrain. Qui justifie que le Cameroun soit à importer le maïs, contribuant ainsi à creuser le déficit de la balance commerciale. Pourtant, il y a des incitations pour alors que le Cameroun est reconnu comme un pays à potentiel agricole où les terres arabes sont à un niveau véritablement suffisant. Alors, que le Cameroun puisse servir la demande locale et servir les marchés extérieurs. Je voudrais bien vous comprendre, honorable Adamou Koupit. Vous estimez qu'il aurait d'abord fallu construire les usines avant d'adresser la question des barrages énergétiques, comme vous le dites. Et les investisseurs allaient attendre un barrage, c'est 4 ans, c'est 5 ans de 5 ans, parfois 10 ans. Alors l'industrie aurait tourné comment? Non, écoutez, l'industrie aurait tourné comment? L'État a déjà un projet de construction. Ce n'est pas l'État qui construit les industries, cher ami. L'État met sur pied une politique incitative de l'investissement. Le rôle de l'État, c'est de produire l'énergie électrique. Oui. Pour les industriels et pour les ménages. Voilà le rôle de l'État. On construit les usines pour la production de l'énergie et on attend que le tissu industriel, les usines se construisent avant qu'on fasse la mise en place. Mettez déjà cette mise en place, ne serait-ce que pour le besoin de consommation des ménages. C'est pour cela que le gouvernement travaille avec le secteur privé pour améliorer le climat des affaires. Et même cet argument que tu as pris démontre déjà l'irréalisme des prévisions, des hypothèses des prévisions. Non, ce n'est même pas une prévision. Si maintenant le problème c'est que la mise en place retarde parce qu'il y a absence des usines industrielles, qu'est-ce qui vous dit qu'on va construire ces usines industrielles en 2022? D'ici 2024. Si on te suit dans ton raisonnement, pour construire une route goudronnée, par exemple, il faut attendre que la route aille vers un secteur de production. Non. La route se met en place, et écoute, chers collègues, la route se met en place, et puis le développement suit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route crée des externalités sur ceux qui veulent investir dans le transport, dans l'agriculture, dans la mobilité et autres. Le barrage est construit pour créer une externalité pour les industriels, pour ceux qui veulent distribuer, ceux qui sont dans le secteur du service public de l'électricité. Donc moi je suis tout à fait d'accord qu'on commence par les barrages et qu'on enchaîne avec la production de l'électricité pour enfin servir les populations et l'industrie. Parce que c'est comme ça que ça se fait partout. Alors, donc on ne va pas inventer la roue au Cameroun. Messieurs les députés, je voudrais qu'on termine par une question sur laquelle vous êtes tous les deux d'accord, si je m'en tiens aux échanges que nous avons eus avant cette émission. C'est sur la priorité des priorités. Oui. Vous tous, tous les deux, vous estimez que c'est l'éducation et particulièrement l'enseignement technique. L'enseignement technique et professionnel. Oui. C'est la clé pour améliorer le capital humain qui va aider justement à moyen terme et à long terme de transformer le Cameroun parce qu'on aura besoin de main-d'œuvre qualifiée. Ouais. Et ça passe par l'enseignement technique et professionnel. Et c'est pour cela que nous avons émis des réserves. Parce que l'orientation gouvernementale tendait à donner encore davantage de priorité à l'enseignement général. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin. On a besoin d'un enseignement technique et professionnel. Et on a besoin de voir que les orientations budgétaires mettent en priorité
la dotation de nos laboratoires dans les universités et des centres de recherche, qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Quand vous arrivez aujourd'hui dans un lycée technique, comme le lycée technique de Bangoura, j'en ai parlé au ministre, il n'y a même pas une seule usine de travaux pratiques. Il n'y a pas. Le lycée technique aujourd'hui n'est de technique que de nom. Or, on veut passer à l'industrie, comme il vient de dire. Là. Comment pouvons-nous industrialiser le pays en négligeant l'enseignement technique et professionnel? Donc nous avons demandé au gouvernement de renverser cette tendance-là. Heureusement, le ministre Moutazé a compris cette priorité unanime des députés et a promis que cela sera fait. C'est noté, messieurs, vous parlez d'industrie, tout à l'heure, vous parlez particulièrement de l'agro-industrie et donc d'une conditionnalité qui est l'accès à la terre. Nous allons en parler dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a entretenu le Parlement sur les problèmes qui minent ce secteur, sur les propositions du gouvernement, mais également sur les propositions qui sont en gestation, notamment la réforme foncière. Écho dans la revue de presse de Franck Evina. Selon Cameroun Tribune, les députés ont interpellé le gouvernement sur l'absence d'un cadre législatif et réglementaire viable. Pour mutation, la représentation nationale souligne ainsi l'urgence d'une réforme foncière pour que le Cameroun cesse d'être une terre de conflit liée à 80% à l'accès à la terre. Des crises foncières comme celle évoquée par le messager à Kribi dans le sud, à Bonangando dans le littoral, ou encore cette extorsion de terres des communautés dont parle Essingan. Le journal de Marie-Robert Elundu qui explique par ailleurs comment l'État compte assurer l'accès aux fonciers aux Camerounais de la diaspora. Pour atteindre cette terre promise, Afrique Monde Hebdo livre les axes de la réforme. Entre autres, l'actualisation du cadre légal sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières. Une nouvelle politique foncière qui a un coût. Et pour la financer, Essingan présente les prémices d'un nouvel accord avec la Banque africaine de développement. Henri Eyebea ici avait en effet reçu en audience le directeur général Région Afrique centrale de la BAD. La revue de presse était sur la scène. Merci Franck Evina. Sur le plateau avec moi, Monsieur Samuel Guifo, qui est le promoteur du Centre pour l'environnement et le développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Bebenga. Et en face de vous, Monsieur l'inspecteur général des services au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, je commence par ce plaidoyer, ce que vous verrez à l'antenne, le plaidoyer de l'honorable Marguerite Dissaquet, qui disait ceci à l'Assemblée nationale: les minorités des riches, celles de la classe administrative et économique, s'accaparent des terres au Cameroun au détriment des populations vulnérables et sans défense. Alors, Monsieur Samuel Guifo, vous qui êtes sur le terrain, dites-nous quelle est l'ampleur du phénomène. J'espère que la régie nous permettra d'avoir cette phrase à l'antenne. Allez-y. Oui, alors, je l'ai écouté, l'honorable Dissaquet, et à certains endroits du territoire national, on peut effectivement penser que le diagnostic qu'elle pose est vrai. La raison, c'est que on a une législation qui est perçue comme étant assez complexe par les communautés, qui ne leur permet donc pas d'obtenir des terres, de faire enregistrer des terres, de faire reconnaître leur propriété foncière. Et assez rapidement, on écoute des plaintes qui... Est-ce qu'elles sont fondées, ces plaintes, comme elles Alors, le à disent? certains endroits, oui, elles sont fondées, parce qu'on a des cas dans lesquels il y a des personnes qui arrivent à immatriculer des terres qui appartiennent de manière coutumière à des communautés, sans leur avis, d'où de nombreux conflits. Mais est-ce que toutes les terres ont été immatriculées comme cela? Je pense que non. Mais c'est une tendance qui se poursuit et c'est des plaintes qui sont récurrentes, effectivement. Alors, Monsieur l'inspecteur général, que fait le MINCAF face à ce problème? Certainement pas la politique de l'autruche, j'imagine. Il faut déjà dire que nous avons la chance que ceux qui ont mis en place notre régime foncier et domanial aient eu l'ingéniosité de créer une catégorie qu'on appelle le domaine national. Une catégorie qui n'est ni dans le domaine public, ni dans le domaine privé,
et qui permet l'expression d'une pluralité des droits, dont les populations, les collectivités coutumières, l'État, toutes les autres collectivités publiques peuvent avoir des prétentions sur le domaine national. Et cette politique a permis d'éviter effectivement que dans notre pays, une oligarchie foncière s'installe. Donc nous ne sommes pas dans la situation de certains pays comme en Afrique australe ou en Amérique latine. C'est quand même un mérite pour ceux qui ont conçu la politique foncière dans notre pays. Et je dois rappeler que c'est suite à une habilitation du Parlement que le gouvernement a engagé notamment la réforme de 1974. Donc, le tableau qui est dépeint par l'honorable, comme l'a dit Samuel Nguifo, correspond peut-être à des réalités marginales. Il ne reflète pas la situation commune, la situation dominante. Vous voulez dire qu'il n'y a pas un problème d'accaparement de terres dans notre pays? Ce que je veux dire, signale que les populations du Grand Mbam vous écoutent. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a été mis en place en 1974 a permis d'éviter cet accaparement. Mais en même temps, le gouvernement a facilité les procédures d'obtention du titre foncier en 2005. Et ces mesures de facilitation ont été accompagnées, on va dire, d'avatars, qui ont permis que de plus en plus de personnes aient des prétentions sur des espaces assez importants. Oui. Mais bien entendu, le gouvernement ne reste pas... Est-ce que justement ce n'est pas là, sans réaction. Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse? C'est-à-dire qu'un individu à lui tout seul peut se retrouver à la tête, disons, passez-moi l'expression, ou alors propriétaire de plus de 100 000 hectares. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que l'État, comment est-ce que le MINCAF laisse passer ce genre d'incongruité? 100 000 hectares pour un individu. C'est un exemple. Je ne sais pas si cela existe. Dans ce cas, je serais demandeur d'exemples ou de noms précis. Ce que je sais, c'est qu'avant 2005, on faisait le reproche de procédures extrêmement longues, coûteuses, lointaines pour les populations. Le président de la République a eu la sagesse, le 16 décembre 2005, d'édicter un décret qui a déconcentré les procédures, qui a raccourci les délais, qui a même réduit les coûts. Sauf que des personnes, des spéculateurs se sont engouffrés dans la brèche pour s'engager à immatriculer pour certaines personnes des superficies. Et le gouvernement prend des mesures de régulation. Voilà. Il y a d'ailleurs une tendance, peut-être qu'on peut aussi reprocher au gouvernement aujourd'hui, de reconcentration. Parce que maintenant, il faut obtenir des autorisations pour engager des procédures. C'est pour qu'on fasse des vérifications préalables. Alors, derrière ce problème, M. Samuel Nguifo, est-ce qu'il n'y a pas celui de l'insuffisance de protection des droits des collectivités? C'est effectivement de cela qu'il s'agit. Je pense qu'on est dans un système où, en 1974, on a travaillé à s'assurer que les droits individuels allaient être reconnus, protégés, enregistrés, donc le titre foncier dont on parle. Et on a reconnu que les terres coutumières détenues de manière collective, en propriété collective par des villages, allaient rester dans le domaine national avec la possibilité d'être progressivement immatriculées. Et je pense que c'est là qu'on a le plus grand nombre de problèmes, le plus grand nombre de conflits. Comme le disait l'inspecteur général, c'est là qu'on a une diversité d'usages, mais on a une propriété coutumière qui est revendiquée par des villages qui habitent ces endroits-là et qui utilisent ces terres-là. C'est là que l'on a le plus d'accaparement de terres. Et la plainte principale, le grief principal des communautés contre la loi, contre l'administration, c'est en général de dire nos terres ne sont pas reconnues comme étant notre propriété. Et c'est l'une des revendications qu'elles ont pour la réforme en cours en ce moment. C'est de dire il faut qu'on reconnaisse finalement notre propriété collective sur nos terres. Et il faut dire que cela représente la plus grande partie des terres du Cameroun, une très grande proportion, le domaine national. À peu près 80% des terres du Cameroun ne sont pas immatriculées. Alors, je voudrais également, on a parlé tout à l'heure dans la première partie de cette émission de l'agro-industrie, et il y a comme
un dilemme même pour le gouvernement parce que vous avez en face des populations qui ont des terres qui dorment, on va le dire comme ça, qui ne servent pas toujours à grand chose, sinon à cultiver à faire une agriculture à petite échelle. Et dans le même temps, le gouvernement a cette contrainte d'agriculture de seconde génération et donc qui nécessite des terres. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de dilemme. Je pense que celui qui a commandé la réforme, le président de la République, a très clairement demandé une réforme foncière apte à soutenir l'agriculture de deuxième génération. Ça veut dire que le gouvernement a un cap qui est très, très clair. Il faut à la fois protéger, on va dire, l'agriculture familiale ou de subsistance, mais aussi promouvoir l'agriculture de deuxième génération industrielle. C'est d'ailleurs pour ça que dans le même temps, le gouvernement a donc lancé également un programme de constitution des réserves foncières. Pouvoir alimenter l'industrie, l'agro-industrie en terres arables. C'est de répondre à la demande d'échelle. Donc il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas d'embarras du tout. Un axe important également de la réforme vise la consolidation des droits fonciers des collectivités coutumières. Il faut dire qu'en 1974, on a permis aux collectivités coutumières qui occupaient leurs terres avant l'océan de 1974 de continuer de les occuper ou de les faire immatriculer pour celles qui le souhaitent. On leur a donné un droit de chasse et de cueillette sur le domaine national non occupé de deuxième catégorie. Mais à la vérité, dans la pratique, ce n'est pas un simple droit de chasse ou de cueillette. C'est un droit de jouissance. Le domaine national de première catégorie fait l'objet d'extension tout à fait librement par ces collectivités coutumières. Donc, un axe important de la réforme vise justement à consolider ces droits fonciers des collectivités coutumières pour permettre qu'elles puissent en plénitude exercer leurs droits coutumiers. Alors, face à un investisseur qui a besoin de... Je vais parler de 66 000 hectares, 66 000 hectares comme ça a été le cas dans le Grand Sud. Un grand investisseur qui a besoin de 66 000 hectares pour pouvoir installer une agro-industrie, pour pouvoir satisfaire la demande locale, mais installer également une agro-industrie. Qu'est-ce que le gouvernement lui répond? Le gouvernement répond qu'il faut concilier ça au besoin de protéger l'espace vital des collectivités coutumières ou villageoises. C'est-à-dire que dans les 66 hectares, il faut 66 000 hectares pour moi, il faut pouvoir faire des études pour faire en sorte que, quel que soit le cas, on n'aille pas prélever dans les ressources qui servent à la subsistance des populations. Donc, un accent doit être mis sur la protection de l'espace vital des collectivités coutumières. Il faut le sanctuariser. C'est un axe du travail que nous développons en ce moment. Alors, Samuel Guifo, vous avez une autre opinion sur la question. Vous avez une alternative à cette tendance à donner des terres aux investisseurs ou alors de leur accorder de grandes superficies. Oui, parce que partout où on a vu des agro-industries installées, on a eu des conflits. Et la cause du conflit, c'est la terre, c'est le contrôle de la terre, c'est la propriété de la terre. Les communautés estiment parfois qu'elles sont dépossédées de leurs terres et s'opposent à cela avec parfois beaucoup de violence. Ce qu'on constate, c'est que on a peut-être un autre modèle qu'on pourrait arriver à construire. Peut-être qu'avant d'en parler, un mot sur la SND 30. Quand on regarde la SND, on voit que dans notre stratégie de développement, on va développer l'agriculture, les cultures de rente, tripler la production de cacao d'ici à 2030, par exemple. Cela demande des superficies beaucoup plus importantes que celles qui sont plantées aujourd'hui. Mais ce n'est pas que le cacao, c'est aussi le palmier à huile, c'est aussi le coton. Et donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas procédé à une évaluation de l'impact sur les terres de la SND. On serait très surpris de voir qu'on a un territoire qui n'est pas extensible, mais qu'on veut faire plein de choses sur les terres. Alors, comment arriver à en sortir? C'est de travailler avec les communautés, de demander à un investisseur qui arrive d'avoir une tripartite entre le gouvernement, les communautés et l'investisseur, qui permettent aux communautés de garder le contrôle de leurs terres
est de travailler à la production sous l'encadrement des services techniques de l'État et de l'investisseur qui s'engage à acheter la production. En le faisant de cette manière, on partage la richesse produite, on évite le conflit parce que la terre reste entre les mains de ceux qui la possèdent, en revendique la propriété coutumière, et l'investisseur a ce qu'il cherche. Encore faudrait-il que les paysans puissent travailler également de manière à satisfaire les investisseurs en produisant en quantité, et cela suppose qu'ils aient des outils de production, ce ne sera pas avec la houe? Non, s'il est encadré, alors ce qu'on a vu par le passé avec les sociétés d'État dans le palmier à huile et le cacao, c'était des infrastructures, des routes mises en place par l'administration pour désenclaver des bassins de production. C'était des intrants apportés aux producteurs, les plants, des engrais, des pesticides, et c'était des facilités pour l'achat. On pouvait arriver à faire des avances sur paiement. Cela permet aux petits producteurs de produire et de grandir progressivement, mais ils gardent le contrôle de sa terre. Alors, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Accéder à la propriété foncière, c'est la croix et la bannière. Constat de Cyril King-Mbépé en zooming dans cette édition de Scène de Presse. L'accès à la propriété foncière est devenu un serpent de mer pour de nombreux Camerounais. En cause, les procédures et les manquements administratifs sans fin. Les procédures, déjà, c'est que dans la loi foncière, il faut que je sois autochtone pour faire une demande directe d'immatriculation. Mais si je suis un allogé, je suis venu acheter un terrain qui est non titré, il est très difficile, selon la loi foncière, de faire une demande directe d'immatriculation. Parce que ça ne va pas se faire. Il faut que quand je fais la demande, on va appeler les riverains, qui sont les autochtones. Donc quand quelqu'un va venir dire que je suis riverain, il me voit, il ne me connaît pas, il ne va pas signer. Ces procédures-là, c'est des tracasseries pas possibles. Les prix ne sont pas standards. Tu vas dans telle mairie, dans telle sous-préfecture, on te dit 50 000, l'autre te dit 100 000. Pour que le sous-préfet descende sur le terrain pour faire le lever tout le reste, il y a certains qui demandent 300 000, il y a d'autres qui demandent 500 000. 8 affaires sur 10 dans les juridictions administratives et 6 sur 10 dans les juridictions judiciaires ont un rapport au foncier. Et les histoires se multiplient. Les années 2004 à Hala, aux dignitaires de l'église qui, au nom de ces relations, a dû titrer tous les terrains de la famille en son nom. Et un des enfants est allé donc hypothéquer le terrain à une banque qui, malheureusement, l'affaire pour laquelle il a hypothéqué le terrain n'a pas marché. Et la banque vient donc réclamer le terrain en question. Les opérateurs économiques se lancent désormais dans la location des terres. Fini l'option acquisition. C'était sous un contrat de location, bien sûr, et j'ai fait 2 hectares de maïs sur ce terrain. La vérité, c'est que les terrains sont de plus en plus difficiles de ce côté-là parce qu'il y a des grands projets là-bas. Donc c'est pas facile d'avoir des grandes superficies actuellement de ce côté. L'État n'a pas encore occupé, alors les riverains peuvent encore mettre en location. Un titre de propriété ressemble plus à un mythe. Avoir le terrain au Cameroun, c'est une affaire de riche. Parce que même si tu as ton propre terrain pour le titrer, que ça t'appartienne, si tu n'es pas riche, ton terrain ne te reviendra pas. Face aux élus de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, le gouvernement a promis d'aller au plus tôt à la réforme. Et l'on attend. Docteur Jean-Marie Bendegué, vous avez écouté les plaintes de ces Camerounais. Ces plaintes sont fondées. D'abord, sur la procédure, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on a fait la réforme en 1974, on a prévu une procédure de droit commun qui est la concession. Mais on a permis aux collectivités coutumières, leurs membres ou toute personne, la société camerounaise qui avait déjà effectivement mis en valeur le terrain avant le 5 de 1974, d'immatriculer ces terres. Mais la dérive qu'on a constatée en pratique, c'est que tout le monde a délaissé la procédure de concession qui est celle de droit commun pour s'engager dans les immatriculations directes, même lorsque ceux qui demandent ces titres fonciers n'en réunissent pas les critères ou les conditions, notamment les critères de mise en valeur. On voit même des personnes qui sont nées après demander les titres fonciers. C'est un problème. C'est d'ailleurs pourquoi on a été obligé en 2005
de mettre en place un instrument de régulation qu'on appelle le constat de nullité, notamment lorsque un titre foncier a été obtenu par une procédure autre que celle qui s'était faite. Maintenant, concernant les barèmes, je peux vous assurer que les barèmes réglementaires sont extrêmement à la portée de tout le monde. Un bornage... De manière officielle. Officielle. La loi de finances 90-91, complétée par celle 91-92, fixe des barèmes assez abordables. Je prends un exemple. Jusqu'à 5000 m² en zone urbaine, pour un bornage, vous payez 25 000 francs plus 10% pour le géomètre. On est à 27 500 francs. Tout le reste, c'est des adjonctions parfois qui pourraient se justifier par des coûts de location de matériel ou d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec la réalité des barèmes. Ils sont à la portée de tous. J'ai envie de vous dire, souvent on vous dit les barèmes c'est pour la télé, pour la radio, mais les faits c'est tout autre chose. Ben, on est bien obligé de s'appuyer sur ces barèmes pour afficher la politique gouvernementale. Qui ne le sont que de nom, finalement. Mais maintenant, on incite donc les personnes victimes d'abus, de surcoût, à dénoncer. Hein? Moi, une anecdote. Mon propre beau-père a subi une extorsion de fonds de 2 millions pour un bornage. Mais quand je lui ai demandé de porter plainte, il m'a dit non, puisqu'on lui avait remis son dossier technique. Donc voilà la réalité de la situation. Les coûts pratiqués ou les abus n'ont rien à voir avec les barèmes légaux et réglementaires. Je voudrais qu'on s'arrête sur un document, le titre foncier, vous en avez parlé il y a quelques instants. Le titre foncier, il est difficile de l'avoir, c'est un véritable parcours du combattant pour l'avoir, mais en plus, même lorsque vous l'avez, il est susceptible de contestation à tout moment. D'abord, il est difficile, c'est à voir. Hein. Les chiffres montrent que les titres fonciers sont en nette croissance. Hein. Par année, aujourd'hui, on est autour de 15 000. Avant 2005, on n'avait pas ces chiffres-là. Donc, on a énormément facilité. Maintenant, pour les coûts, ce que les Camerounais semblent, en fait, ignorer, c'est que ce n'est pas la terre qu'on immatricule. Pour les populations, les côtés coutumiers, la terre est à perte de vue, ça leur appartient. Mais pour le droit, on n'immatricule pas la terre en tant que telle. On immatricule les droits sur la terre. Et ces droits, c'est des mises en valeur. C'est les terres effectivement mises en valeur qu'il faut immatriculer. Donc, dans l'esprit des tenants des collectivités coutumières, c'est qu'on doit pouvoir immatriculer la terre de ses ancêtres en intégralité. Ben, si elle fait 1000 hectares, ben, vous devez payer les droits de bornage pour 1000 hectares. Mon problème, ce n'est pas au niveau des coûts. Je parle bien de la sécurité, de la garantie que doit conférer ce document. Vous êtes propriétaire d'un espace, d'une superficie, vous avez un titre foncier, sauf qu'à tout moment, ce titre peut être contesté par un tiers. Oui, mais les contestations visent également à protéger les droits de ceux qui peuvent être victimes d'immatriculation frauduleuse ou irrégulière. Mais je vous renvoie aux chiffres, Madame Ebenga. On est à peu près à 15 000 titres fonciers produits par an aujourd'hui. On en retire combien? C'est même pas si par an, on atteint 100. Non? Et ces retraits, lorsqu'ils sont fondés, ils visent également à protéger la propriété, soit coutumière, soit réelle, hein, de ceux qui peuvent avoir des plaintes. Sauf donc, que ce document... la loi a prévu les deux éléments, hein, établir les titres fonciers, mais également les mesures de sanction, lorsque la procédure est viciée. Sauf que celui qui est propriétaire de cette superficie, qui a donc ce titre foncier, est supposé également être protégé par cette même loi. Ben, c'est ce que je dis. Docteur Samuel Guifo, je voudrais que vous réagissiez sur la question. Oui, donc c'est sans doute dû au fait que, enfin, ce conflit est dû au fait que on a des droits qui sont conflictuels sur la terre. On a des gens qui sont les propriétaires coutumiers, encore une fois, qui estiment avoir des droits sur la terre. Et parfois, on a quelqu'un qui immatricule de manière soit frauduleuse, soit abusive. Et cela provoque immédiatement une levée de bouclier, une contestation qui peut ou pas aboutir à un retrait. Quand cela aboutit à un retrait, c'est parfait. Mais quand ça n'aboutit pas à un retrait, quand la contestation n'aboutit pas à un retrait, on a une insécurité quand même. En ce sens qu'on a vu de très nombreux titulaires de titres fonciers ne pas être capables de jouir de la propriété que leur confère le titre foncier. Alors, il y a également une question qui a été abordée du côté de l'Assemblée nationale avec beaucoup d'intérêt, c'est la question relative aux indemnisations.
une importante pomme de discorde dans notre pays. On est un pays jeune, beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures qui se construisent, et cela suppose des expropriations pour cause d'utilité publique, cela suppose des indemnisations en très grand nombre, et on constate également, encore une fois, qu'il y a de fortes contestations. Contestations d'abord sur les règles qui organisent les expropriations et les indemnisations. On a l'impression, quand on écoute des gens, des communautés, que parfois, des expropriations ne sont pas faites forcément pour des utilités publiques. Elles pensent que prendre de la terre pour la donner à un investisseur privé n'est pas une utilité publique. Ça peut se discuter, mais ça, c'est leur avis. On a également des contestations, toujours en parlant des règles, sur les montants de l'indemnisation. On a l'impression que le Code civil prévoit que si on cause un dommage, on le répare de manière intégrale. Et que quand on cause un dommage, dans le cadre des expropriations, la réparation n'est pas toujours intégrale. En ce sens que les montants payés ne représentent pas la totalité des destructions causées. Donc à la fin de la procédure d'indemnisation, la personne affectée ne peut pas reconstituer son patrimoine. Alors justement, à ce propos, vous avez une autre proposition, c'est maison détruite pour maison, c'est-à-dire que la réparation doit donc être matérielle et pas financière. Autant que possible, oui, parce que, souvenons-nous, assez souvent, on travaille avec des communautés qui sont des ruraux, qui n'ont pas une grande habitude de la manipulation des sommes parfois importantes qui sont payées pour des indemnisations. Donc il y a des risques de mauvaise gestion dû juste au manque d'habitude de l'utilisation de l'argent. Il vaut donc mieux, autant que possible, apporter une indemnisation en nature. Terrain pour terrain, maison pour maison, et un accompagnement quand il s'agit d'une plantation, par exemple, pour reconstituer la plantation, avec un accompagnement des services techniques de l'État. Monsieur l'inspecteur, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? C'est tout à fait envisageable. Moi, j'ai à l'esprit l'expérience du port en eau profonde de Kribi. On a essayé de proposer des maisons. Les populations avaient tendance à demander de l'argent. La loi prévoit que l'indemnité soit d'abord pécuniaire. Et que c'est de façon dérogatoire qu'on puisse proposer une indemnité en nature parce qu'il y a quand même des contraintes. Et puis, s'agissant des constructions, il faut quand même avouer que la tendance est de considérer qu'une maison d'habitation est la même, quel que soit le temps que cela prend pour son utilisation. Mais dans les barèmes liés au dédommagement en termes de construction, nous avons des coefficients de vétusté que nous appliquons, qui font en sorte qu'une maison qui a 30 ans ne va pas être dédommagée au même prix qu'une maison neuve. Du coup, on peut avoir le sentiment, quand vous habitez une maison, bien, si elle a 30 ans, elle a plus de l'âge, on ne va pas vous la dédommager au prix d'une maison neuve. Nous avons le sentiment que l'argent qu'on va vous donner, en appliquant les coefficients de vétusté, ne permettront pas de reconstruire une maison. Cela étant, les principes légaux, c'est une indemnisation juste. Et je pense qu'effectivement, dans le cadre du travail qui est en train d'être fait, au cadre de la réforme foncière, c'est de voir dans quelle mesure on peut revoir ces barèmes-là pour pouvoir à la fois permettre une indemnisation qui soit pécuniaire ou alors qui permette à la personne victime de se réinstaller, mais en tenant compte aussi du fait que toutes les personnes ne souhaitent pas être relocalisées ou bien relogées. Pour reprendre le cas du Kribi, par exemple. Vous avez des gens qui ont fait des investissements là-bas, qui avaient des maisons de plaisance ou des deuxièmes résidences, qui ne s'attendent pas en tant que tel à être relogés là-bas, mais qui souhaiteraient qu'on leur donne les moyens peut-être pour acquérir d'autres propriétés ailleurs. Les problématiques d'indemnisation concernent également d'autres éléments. Par exemple, certaines personnes nous demandent que soit dédommagé l'usage du sol. C'est-à-dire que même sans titre foncier, la loi maintenant demande qu'on ait un titre foncier avant d'être dédommagé pour la terre. Mais vous avez un vent important de revendications de personnes qui disent il faut pouvoir dédommager l'usage du sol. Vous conviendrez que c'est très, très, très complexe. Non seulement ça va remettre en cause un paradigme très important qui est celui du titre foncier, mais cela va également amener à envisager des dédommagements pour des usages extrêmement multiples et sur des superficies qui ne sont pas
borné. Il y a d'autres problématiques en matière d'indemnisation. C'est un axe important du travail que nous faisons dans le cadre de la réforme foncière. Nous allons en parler dans quelques instants. Le temps de donner la parole aux journalistes. Une question leur a été posée. Comment améliorer l'accès à la terre? Question de Michel Renaud Owanja aux journalistes. Et c'est dans Édito. Et c'est tout de suite. Il faudrait d'abord crédibiliser sur le plan institutionnel, bien sûr, l'autorité traditionnelle. Ensuite, que les citoyens soient pris au même pied d'égalité, que la logique du plus fort cesse d'être appliquée au niveau de la gouvernance foncière au Cameroun. Il n'y a pas une formule clairement. On ne peut pas s'asseoir dans un bureau et dire que c'est désormais comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut écouter les gens. Il faut aller dans les communautés, écouter les problèmes des communautés, aller dans les administrations, voir les contraintes, discuter avec les financiers. Tout ce monde mis ensemble produira quelque chose qui inspirera une réforme foncière au Cameroun. La solution est de créer un dialogue national sur le foncier. Il faut que les Camerounais se parlent avec les institutions de la République pour qu'on puisse se dire que on est Camerounais parce qu'on appartient, on a un trou quelque part qui vous appartient. Qu'on est Camerounais parce qu'on a une famille qui est établie quelque part et qui a un titre de propriété sur cette terre. Sinon, on est Camerounais dans le vent. Alors, on va s'arrêter sur la réforme. Il y a quelques axes majeurs de cette réforme foncière qui ont été déclinés pas de manière officielle, pas de manière détaillée par le ministre des Domaines lors de son passage à l'Assemblée. Mais on a quand même pu en tirer quelques éléments, notamment le confrère de Cameroun Tribune. Vous êtes sur ce plateau, Dr Bendegué. Dites-nous... concernant cette réforme foncière, vous nous avez dit l'avant-projet est déjà prêt, mais on aimerait bien savoir dans combien de temps ce document pourra être rendu officiel, quand est-ce qu'il sera adopté par l'Assemblée nationale. On le sait, c'était une commande du président de la République, c'était en 2011 lors du comité agro-pastoral des Bolova. Alors, où est-ce qu'on en est concrètement? Il y a un avant-projet, mais où est-ce qu'il se trouve? Dans combien de temps peut-il sortir des fonds baptismaux? Mais si je m'en tiens à l'élément qui vient d'être projeté, les Camerounais ont soif d'être entendus sur la réforme. Et c'est normal que le gouvernement, sans lenteur mais sans précipitation, prenne le temps de les écouter. C'est vraiment une réforme participative inclusive. Personne ne doit être exclu. Pour ce qui est des axes, on se plaint d'un très grand nombre de textes, de leur disparité, de leur variété. On veut donc désormais une loi unique, une grande loi unique sur le foncier. Maintenant, on a une loi sur le foncier, une loi sur les affaires domaniales, on a une loi sur le cadastre, bientôt une sur les réseaux géodésiques, une sur les expropriations, une pour régler les questions d'hypothèque, une autre sur les prénotations. L'idée est de codifier tout ça, d'avoir une grande loi faîtière avec des textes d'application. L'idée est de revoir, puisque les gens se plaignent des coûts, de moderniser la fiscalité foncière et domaniale. L'idée aussi, c'est un axe important, de faciliter l'accès, y compris aux jeunes et aux femmes. L'idée, comme je l'ai dit, est de consolider très fortement les droits des populations ou des collectivités coutumières. Faire en sorte que leurs droits puissent s'exprimer en plénitude sur les espaces qu'ils occupent. L'idée est de faciliter l'activité économique, de renforcer les mécanismes de facilitation. On met en place des guichets uniques, on vient d'en mettre un encore, mais c'est un peu ça les différents axes sur lesquels nous travaillons dans le cadre de cette réforme foncière. Alors, juste pour compléter, on sait que dans cette réforme, il est également prévu une meilleure maîtrise du contentieux domanial, la modernisation des droits et l'actualisation du cadre légal et réglementaire régissant les procédures domaniales. Vous en avez parlé il y a quelques instants. J'imagine que vous, en tant qu'expert de ce secteur, Monsieur Samuel Guifou, vous avez également quelques propositions à faire et le gouvernement est disposé, justement, vous l'avez dit, le gouvernement est disposé à prendre, à écouter tout au moins les propositions qui peuvent lui être faites. Oui, on a formulé des propositions dans un document qui a été
remis à l'administration. C'est une note de politique foncière qui a été préparée il y a 2 ans et qui a été largement distribuée. Je ne vais pas faire l'économie de la note de politique foncière, mais peut-être mentionner 3 éléments qui me semblent importants, pas plus que les autres, mais qui n'ont pas été évoqués ici. Le premier élément, c'est de s'assurer que les minorités, les personnes, celles qu'on appelle les communautés autochtones, qui sont dans notre pays, des communautés qui ont un mode de vie totalement différent du mode de vie dominant. C'est par exemple les populations des forêts qu'on appelle les pygmées, qui ne sont pas toujours sédentaires, qui sont semi-nomades ou nomades. Et c'est les éleveurs nomades, les transhumants, qui ont un rapport à la terre qui est totalement différent du rapport à la terre des communautés dominantes. C'est une question importante qu'il faudrait prendre un peu plus en considération que dans les textes actuels, où ils ont été, je dirais, oubliés par la réforme de 1974. La deuxième chose qui me semble être importante, c'est de s'assurer que les droits collectifs, les droits des communautés, pas les droits individuels, mais les droits des villages soient reconnus et protégés. Et la troisième chose, c'est que pendant qu'on est dans le processus de la réforme, qui dure depuis 10 ans maintenant, il serait important qu'on fasse une pause sur les attributions de droits à grande échelle. Parce que l'impression qu'on a, c'est que pendant qu'on discute, il y a des droits qui continuent d'être concédés, et cela peut hypothéquer la mise en œuvre de la réforme une fois qu'elle sera terminée. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Ce sera le dernier arrêt pour retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, à retrouver dans les kiosques ce lundi 12 juillet 2021 l'actualité de cet après-midi, ce dimanche après-midi. Cameroun Tribune, Paul Biya en Europe. Le président de la République a quitté Yaoundé ce dimanche en fin de matinée en compagnie de la première dame Chantal Biya pour un bref séjour privé, à lire également dans le quotidien national bilingue de ce lundi les textes du chef de l'État qui déroule 5 lois promulguées. The Guardian Post, after over 20 months at home, the president and wife, Chantal Biya, jetted off on board a special flight from the Yaoundé-Simalène International Airport. And Okie Johnson overwhelmingly re-elected Catholic Men Association National President. Members of the CMA say Okie's leadership exemplary. Quotidien Éco Santé nous parle de santé évidemment. Campagne de vaccination contre le Covid-19. Plus de 100 000 personnes vaccinées en 3 jours. Entre le 7 juillet et le 10 juillet 2021, 106 044 personnes ont été vaccinées, soit 97 663 pour la première dose et 8 361 pour la seconde zone. Quotidien Eco-News, Covid-Gate, le FMI maintient l'enquête indépendante en vue de la signature d'un second programme économique et financier avec le FMI, le Fonds monétaire international. Son conseil d'administration examinera le 25 juillet prochain le dossier du Cameroun. Cameroun Insider Circulation of Nudes on Social Media calls for perpetrators to face the law. The recent spate of viral indecent videos circulating on the social media has piqued the bile of many Cameroonians. COVID-19 vaccination growing effervescence. L'économie report et industrie extractive, ce qu'il faut retenir du rapport de l'ITIE 2018. Le 1er avril 2021, le Cameroun a été suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Ceci pour non-respect des délais de publication de son rapport de 2018, le 29 juin 2021. Le document a été enfin présenté à Yaoundé, bilan et recommandations à lire dans les colonnes du journal de Thierry Ekouti. Ce lundi, mutation, huile de palme, la promesse de Campo.
L'entreprise agro-industrielle Camvert va investir 150 milliards de francs CFA dans cette localité de la région du Sud afin de produire 180 000 tonnes et pallier le déficit en la matière. Communication et électronique, la qualité de service en débat. Éco-Matin, Assemblée nationale, le bilan de la session parlementaire de juin après 30 jours de travail, députés et sénateurs réunis à Yaoundé dans le cadre de la session parlementaire du mois de juin se sont séparés. À leur actif, l'adoption de 7 projets de loi liés à la coopération économique et à la santé des populations et à la diplomatie. Ladies News, extension of and modernization of the Bimbia CETIC. Local authorities get 20 hectares to meet government ambition. 100e publication de Ladies News, l'Afrique réagit à travers la présente parution. Le journal entre dans le cercle très fermé des publications ayant franchi la barre symbolique de 5 numéros publiés. Mes félicitations donc à Ladies News de ce lundi. Continental Info, Tchang, la ville dispose désormais de son usine de traitement de déchets, décentralisation, grande mobilisation de l'Alliance des forces vives de Lomier, filière cacao et café, un guichet producteur déjà opérationnel. Et puis intégration, un sommet des chefs d'État se prépare, Afrique, Caraïbes, Pacifique, 5 milliards de francs CFA de budget en 2021, viande de bœuf à Yaoundé, vaches maigres pour les vendeurs et consommateurs. Le quotidien n'est pas d'accord, il dit que sur les étals de la viande de bœuf disponible et partout et vendue au juste prix. C'est la principale conclusion d'une réunion qui regroupait à Yaoundé le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, et les responsables du syndicat national des commerçants de bétail et ceux du syndicat des bouchers du Cameroun. Pour y parvenir, les différentes parties ont décidé de mutualiser leurs efforts afin de barrer la route à toute spéculation autour de cette denrée. Et voilà pour un bref aperçu de ce que vous lirez dans les kiosques ce lundi, bien sûr, si vous vous y rendez, Lucrèce. Tout à fait. Merci Daniel Menanga pour toutes ces publications qui nous sont parvenues. Merci aux différents DP qui nous font confiance. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse de la Scène. Bonsoir. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Cette citation de Platon nous plonge dans le bain de cette émission. Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver sur la CRTV pour ce numéro de Perfect Track. Perfect Track, c'est le classement des musiques les plus écoutées, dansées et regardées au Cameroun. Ça bouge